Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 21 février. Et comme d'habitude, on débute avec les titres. Plus que 4 jours avant l'élection présidentielle au Nigeria, une élection qui doit, pour les Nigérians, apporter des solutions à la grave crise économique que traverse le pays le plus peuplé d'Afrique. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées françaises, est en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président Ouattara, l'occasion pour le ministre français de saluer un pays stable dans cette région en proie à l'insécurité. Et pour terminer cette édition, nous partirons en Égypte à la découverte du patrimoine architectural du Caire qu'une architecte tente de faire découvrir aux Caïrotes, mais pas seulement. On débute donc cette édition avec le Nigeria où samedi, cet État le plus peuplé d'Afrique va voter pour élire son prochain président. Mais dans ce pays en proie à une insécurité majeure et à une économie en crise avec une inflation à 2 chiffres et des pénuries d'argent liquide et de carburant, le redressement économique du géant anglophone sera l'un des grands enjeux du scrutin. Les explications avec Emery Torregnon. Avant de commencer sa journée de travail, Rotimi, ce chauffeur de VTC à Lagos au Nigeria, prie avec sa femme. Un réflexe pour l'homme d'affaires qui a vu les bénéfices de ses activités dégringoler depuis quelques années. Imprimeur de base, Rotimi cumule plusieurs emplois comme de nombreux Nigérians ces derniers temps. Chauffeur de taxi à mi-temps, directeur d'école entre 2 courses, malgré tout ça, difficile pour lui de s'en sortir. Avec le business de l'école, je ne peux pas joindre les 2 bouts à cause du manque d'argent en circulation. Les gens n'ont pas assez d'argent, les parents ne payent pas les frais de scolarité à temps parce que l'économie est mauvaise. La pandémie de Covid-19 et les retombées de la guerre en Ukraine ont mis à genoux l'économie déjà affectée par les violences qui paralysent l'agriculture et le commerce dans de vastes régions du Nigeria. Et pour ne rien arranger, le pays fait face à des pénuries de tout genre. Manque d'argent liquide dans les banques et pénurie de carburant plombent le quotidien des Nigérians comme Rotimi qui espère que le prochain président pourrait changer la donne. Votons pour des gens qui peuvent faire ce Nigeria et le rendre à nouveau prospère. Le Nigeria est très malade comme nous le sommes maintenant. Donc cette élection, nous ne devons pas la rater du tout. Nous devons essayer autant que possible de voter pour la bonne personne, une personne crédible à la tête des affaires. À 4 jours de la présidentielle, la moindre dépense est devenue un casse-tête pour les habitants de ce pays, premier producteur de pétrole du continent. L'inflation frôle les 22% et la monnaie nationale, le Naira, ne cesse de perdre de la valeur face au dollar. Le taux de chômage est d'environ 33% au niveau national et atteint même 43% chez les jeunes. Le prochain président devra se préoccuper de la question du taux de change, de la subvention des produits pétroliers et de l'énergie, du vol de pétrole brut et du déficit budgétaire. La réalité est que des décisions difficiles doivent être prises sur chacun de ces points. Supprimer la subvention, égaliser le taux de change, s'assurer que nous mettons en place l'infrastructure de sécurité nécessaire pour éliminer le vol de pétrole brut et le gouvernement doit prendre des décisions clés sur la taille du gouvernement et sur la réduction de notre déficit budgétaire. Face à toute cette situation, le successeur de Muhammadu Buhari aura faute à faire tant les défis sont grands. Il devra travailler pour redresser au plus vite une économie à bout de souffle. Et dans cette course à l'investiture, Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, essaie par tous les moyens de convaincre la population de voter pour lui, allant jusqu'à se désolidariser du bilan du gouvernement fédéral. Surtout que son challenger Atiku Abubakar, ancien vice-président du pays, était lui aussi ce week-end face à ses électeurs. Mathieu Nicolas. Avant de se rendre aux urnes dans quelques jours, ils étaient des centaines dans les rues de Maïdougouri. Dans une ambiance survoltée, ils sont venus soutenir leur candidat Bola Tinubu, le candidat du parti APC, le parti du pouvoir. C'est dans ce complexe sportif qu'il avait rendez-vous avec plusieurs centaines de ses supporters. Le succès est de retour et je peux vous garantir une chose, le travail dur, l'honnêteté. Nous allons y arriver. Nous relancerons l'économie, nous ferons évoluer le Nigeria.
Le 25 janvier prochain, près de 94 millions d'électeurs nigérians sont appelés à choisir le successeur de Muhammadu Buhari. Un scrutin dans un contexte de crise sociale persistante. Bien que représentant le parti au pouvoir, Bola Tinubu, l'un des favoris au poste de président, s'était démarqué des actions du gouvernement fédéral qu'il n'a pas hésité à accuser d'être à l'origine de la pauvreté d'une partie des Nigérians. Vous avez souffert de la pauvreté et combien de souffrances d'être sans abri, d'être orphelin. Nous prendrons soin de vous tous. Vos enfants vont hériter et bénéficier de plus d'avantages grâce à vous. Candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu est l'un des favoris de la présidentielle, mais cette étiquette ne lui donne aucune garantie de victoire. En face de lui, Atiku Abubakar, principal candidat de l'opposition. 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, il croit que son heure de gloire a aussi sonné. L'issue du scrutin du 25 février pourrait bien être serrée. Au Maroc, à l'appel du Front social marocain, des dizaines de citoyens ont manifesté devant le Parlement à Rabat contre la flambée des prix en scandant des slogans contre la dégradation du pouvoir d'achat. On écoute un des membres du Front social marocain. Nous vivons aujourd'hui en particulier nous vivons un renchérissement de la vie des gens qu'on n'a presque jamais vécu auparavant. Tous les prix des produits alimentaires ont monté de manière faramineuse. Les prix, bien sûr, du carburant ont monté. C'était les premiers à monter ici au Maroc. Et quand on sait que le président ou le chef du gouvernement, c'est lui qui a la société la plus importante dans ce domaine du carburant, alors là, on voit à quel point ce gouvernement s'intéresse à la justice sociale. Autre grand titre de notre actualité, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en Côte d'Ivoire où hier à Abidjan, il a salué les efforts remarquables du pays en matière de sécurité dans une région où la France est de plus en plus contestée, même si Paris compte encore 1 millier de militaires au sein des forces françaises en Côte d'Ivoire. Les détails avec Souilas Bailly. Une visite d'amitié et de travail. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a qualifié la venue sur son territoire du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que son homologue, le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Le ministre français des Armées s'est montré admiratif face au travail effectué par les forces ivoiriennes, un travail dont il estime qu'il fait de la Côte d'Ivoire un pôle de stabilité dans la région. L'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans, et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. La venue à Abidjan du ministre français se déroule dans un contexte où la France se voit poussée vers la sortie par plusieurs pays dans la région, tels que le Mali ou encore le Burkina Faso, 2 pays qui ont mis fin aux accords de défense les liant à la France. Une France qui compte plus que sur une collaboration plus étroite avec la Côte d'Ivoire en matière de sécurité, tant sur le plan de la formation que sur le plan matériel. Donc au fond, on va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements, c'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres, sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. C'est la 2e visite en 7 mois à Abidjan pour le ministre français des Armées. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est un des plus solides alliés de la France, où Paris compte près de 950 militaires sur place. Des images publiées par la télévision d'État chinoise ont montré des navires de guerre de la marine chinoise participant à des exercices maritimes conjoints avec l'Afrique du Sud et la Russie.
Des exercices qui ont débuté vendredi dernier quand l'armée sud-africaine a entamé les premières étapes préparatoires au large de ses côtes pour ces exercices navals controversés avec la Russie et la Chine qui suscitent l'inquiétude sur la scène internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine. L'armée burkinabé a déclaré lundi soir qu'au moins 51 soldats ont été tués vendredi dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le nord du pays. Un nouveau revers pour le capitaine Ibrahim Traoré qui s'était fixé après son coup d'État le 30 septembre 2022 de reconquérir les quelques 40% du territoire contrôlé par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mais force est de constater que les attaques attribuées à ces groupes se sont poursuivies sans relâche depuis qu'il a pris le pouvoir. Les autorités maliennes qui convoquent le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, la France qui n'a pas vu une goutte de pluie depuis le 31 janvier, et Vladimir Poutine qui a fait ce matin son discours annuel devant l'élite politique russe. C'est le reste de l'actualité préparé par vous par Noël Dong. Le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, Pascal Pérenec, a été convoqué lundi par le ministère malien des Affaires étrangères. Convocation pour lui signifier les protestations du gouvernement malien à la suite des propos tenus par le président du Conseil européen. Charles Michel a accusé les autorités maliennes d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens avant d'établir un constat de la situation politique et sécuritaire du Mali. Des propos que Bamako a considérés dynamicaux, erronés, agressifs et contraires aux règles diplomatiques et aux principes élémentaires de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le gouvernement malien a souligné que certains partenaires européens avaient librement décidé de mettre un terme à leur coopération bilatérale avant d'appeler à ce qu'ils considèrent comme une campagne de désinformation contre le Mali. La France a connu 31 jours sans de véritables pluies. Il faut remonter à 2020 pour retrouver trace d'un tel record. Selon Météo France, aucune véritable précipitation n'a arrosé la France métropolitaine depuis le 21 janvier. Cette absence de précipitation compromet le rétablissement des nappes phréatiques, épuisées par la sécheresse historique de l'été dernier. La France subit une sécheresse météorologique préoccupante. Depuis août 2021, tous les mois sont déficitaires en pluie à l'exception du mois de janvier. Quoi qu'il arrive, le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50%, devenant ainsi l'un des mois de février les plus secs jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959. Vladimir Poutine a accusé ce mardi l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie. Propos tenus dans un discours annuel à la nation. Le président russe estime que les Occidentaux portent la responsabilité de l'escalade en Ukraine. Dans son discours prononcé face à l'élite politique du pays et des militaires ayant combattu en Ukraine, il a aussi remercié tout le peuple russe pour son courage et sa détermination. Avant d'annoncer que son pays suspend sa participation à l'accord New Start sur le désarmement. Il a aussitôt appelé les autorités russes à se tenir prêtes pour des tests d'armes nucléaires si Washington en réalise en premier. Retour en France où Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde, aux côtés de Français qui travaillent tôt. Comme l'a annoncé lundi l'Élysée, un déplacement durant lequel le chef de l'État a défendu le recul de l'âge de départ à la retraite. On l'écoute. Si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche. Et donc, oui, nous vivons plus âgés. Oui, nous avons un système par répartition qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et qu'il faut préserver. Non, nous ne voulons pas taxer davantage et réduire du pouvoir d'achat aux travailleurs. Non, nous ne voulons pas baisser les pensions parce que nos retraités ont besoin de ces pensions et qu'elles continuent à être dûment valorisées. On veut même que, pour celles et ceux qui ont une carrière complète, on ait la possibilité de mieux valoriser leur retraite. Et donc oui, il faut travailler un peu plus longtemps. En Ukraine, vous le savez, hier, le président américain Joe Biden a effectué à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, une visite surprise à Kiev, ce lundi, donc 20 février. Lors de ce déplacement à haut risque, le chef d'État de la première puissance mondiale a promis de nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien. Retour sur cette journée historique avec Mathieu Nicolas. Sous le vacarme des sirènes d'alerte anti-aérienne, les deux présidents, imperturbables, continuent de discuter en marchant. Autour d'eux, personne ne s'agite, la situation est sous contrôle. Pour sa première visite en Ukraine depuis l'invasion russe, Joe Biden n'est pas venu les mains vides.
Lundi, à Kiev, à l'issue de son entretien avec son homologue Volodymyr Zelensky, il a tenu à afficher son soutien total à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Je suis ici pour montrer notre soutien indéfectible à l'indépendance de la nation, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Et aujourd'hui, j'espère que nous aurons l'occasion de discuter de manière dont les États-Unis et nos alliés en contact permanent avec nos partenaires peuvent vous soutenir le plus efficacement possible, vous et votre cause, Monsieur le Président. On parle d'une enveloppe de taille, environ 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire, car il y a urgence, l'Ukraine a un besoin crucial de munitions longue portée et de chars pour répliquer aux nouvelles offensives russes et surtout pour reprendre les territoires occupés par Moscou. Cette nouvelle aide a été saluée par le président ukrainien Zelensky qui s'est réjoui du soutien sans faille des États-Unis. Cette visite serait même la plus importante de l'histoire entre Kiev et Washington. Cette première visite du président américain en Ukraine depuis 15 ans est la plus importante dans toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis, dans cette période particulière, parce que cette période est la plus difficile. C'est la période où notre État se bat pour la liberté de tous les peuples du monde libre. Les résultats de cette visite seront certainement perceptibles sur le champ de bataille, dans le renforcement de nos soldats et dans la libération de nos territoires. Dans les rues de Kiev, les habitants aussi voient cette rencontre comme un très bon signe. Je crois qu'il est un grand ami de l'Ukraine et je lui en suis très reconnaissante. C'est un tel soutien moral. Il donne à notre peuple la force de se battre, de vivre et finalement de gagner. Nous sommes reconnaissants aux Américains pour leur soutien. La visite de Biden est un signe très sérieux que nous avons le soutien de partenaires forts. La visite du président américain est un grand signal adressé à Vladimir Poutine à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion. Mardi, le président russe a réaffirmé devant un parterre de l'élite politique russe sa détermination de poursuivre étape par étape sa campagne militaire en Ukraine. La terre a de nouveau tremblé ce lundi en Turquie avec 2 séismes de magnitude 6,4 et 5,8 qui ont secoué dans la soirée la province déjà dévastée d'Hatay au bord de la Méditerranée et d'Antakya à l'intérieur des terres, suscitant des mouvements de panique. Sachez aussi que selon la FAD, plus de 6000 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu le 6 février. Je vous emmène à présent en Égypte, plus précisément au Caire, où les constructions anciennes et les immeubles d'habitation se touchent, ce qui rend difficile pour la population d'appréhender les trésors architecturaux qui les entourent. C'est pour cette raison que l'architecte May Al-Ibrashi a lancé en 2012 l'initiative Atarlina, le patrimoine nous appartient en arabe, afin de permettre aux habitants de renouer avec leur patrimoine architectural. Souila Sbahi. Il porte les traces du passage des civilisations qui se sont successivement installées dans la capitale égyptienne. Ces monuments historiques ont été rénovés à l'initiative d'un projet architectural visant à restaurer le patrimoine égyptien. Cette mosquée, une des plus anciennes d'Afrique, se situe au cœur du quartier Al-Khalifa. L'objectif, faire prendre conscience aux habitants du Vieux Caire que cette richesse leur appartient. Atarlina est une initiative lancée en 2012 pour promouvoir un sentiment d'appropriation du patrimoine par le biais de bénéfices mutuels. Les gens sont fiers de leur patrimoine, mais cela peut être renforcé si nous leur faisons sentir qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre en bénéficier, que ce soit sur le plan social, économique ou spirituel. Depuis les années 1980, un grand nombre de monuments a été fermé au public. Les monuments ont été mis sous clé car cela semblait être le meilleur moyen de les préserver, mais cette politique stricte de conservation a plutôt fragilisé le patrimoine de la ville. Beit Yakan, comme la plupart des 600 autres maisons historiques, n'est pas enregistré comme monument. Seules 24 des maisons avec cour sont enregistrées comme monument du patrimoine. Un bâtiment historique est démoli chaque jour. Si nous faisions une enquête, nous serions choqués. Nous découvrirons qu'il ne reste que 20 maisons.
Le projet de rénovation à Tarlina, dont le nom signifie « Notre patrimoine nous appartient » en arabe, ambitionne la rénovation de plus de monuments encore. Mausolées, mosquées et écoles coraniques historiques. Au-delà de la pierre, la fondatrice du projet espère changer les mentalités en Égypte et redonner aux habitants un accès à ces lieux qui leur avaient été retirés. Et avant de terminer cette édition, je vous emmène en Angola où la population a du mal à dissimuler sa joie de participer au carnaval de Luanda qui avait été suspendu ces 2 dernières années en raison de la pandémie de Covid. Une joie communicative que nous partage un des participants que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes ici avec beaucoup de force, beaucoup de détermination. Nous allons donner notre maximum. Il faut respecter ceux qui travaillent. C'est difficile. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices, parce que c'est fatigant de continuer à danser le carnaval dans ces conditions. Carnaval pour moi est une joie et les 2 ans passés, nous étions tristes. Mais maintenant, nous sommes revenus pour danser. Ça nous fait du bien. Le carnaval, une très bonne fête. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.